Je me sens parfois tiraillé entre deux idées a priori totalement contradictoires. La première, c'est que je pense que foncièrement, on ne change jamais, qu'on vient au monde avec une personnalité complète. Si, quand je regarde derrière moi, si je me retrouve intégralement, a priori, dans l'enfant que j'étais, je pense être venu au monde avec l'intégralité de ma personnalité et une personnalité faite d'hérédité, de filiation, certes, de biologie personnelle aussi, évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression foncièrement que je suis exactement la même personne. La seconde idée, c'est qu'on n'est pas du tout la même personne à 10, 15, 20, 30, 40 ans, etc. Et qu'on évolue en permanence. Que si j'avais dû me raconter, si j'avais dû raconter qui je suis, qui j'étais à l'âge de 10 ans, 15 ans, etc., j'aurais pas du tout raconté la même chose. Et pour une raison probablement assez simple, c'est que j'imagine, je me vois, si on me demande qui je suis, essayer de me raconter à travers ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. Et ces choses-là, en fait, elles évoluent en permanence. Voilà, je pense qu'on n'est pas la même personne à 20 qu'à 40 ans, en tout cas qu'on se raconterait pas de la même façon parce que tout simplement, on a évolué, c'est sans doute plutôt rassurant, je pense, en fait, quand on y réfléchit. Voilà, c'est un sujet un peu de fond qui est là en sous-texte peut-être plus qu'autre chose, mais je voulais ouvrir cet épisode justement par cette question-là, qui me travaille un peu. Mais cet épisode, il va être beaucoup plus précisément consacré à un événement, à un souvenir. Et merci Internet, grâce aux gens qui, un peu comme moi, ressentent le besoin de se souvenir et de partager. Je sais que ce dont je vais vous parler s'est déroulé le 21 mai 1992. Laps, le podcast qui ralentit le mouvement perpétuel de la vie pour essayer de retrouver les images d'origine, les images marquantes. Petit aller-retour dans ma vie à travers des films, des livres, des disques. Bienvenue à bord. Dès la sortie de l'enfance, début de l'adolescence, j'allais dire fin du primaire, début du collège, j'ai adoré écouter de la musique. J'adorais la musique, j'étais passionné par la musique. Et du coup, j'écoutais des trucs. Alors à cet âge-là, c'était beaucoup à travers le top 50. Voilà, je pense que c'est quelque chose potentiellement qui a dû marquer les gens de ma génération. Alors le top 50, c'est une émission, j'ai cherché un peu, qui a été créée en 1984 par Philippe Gildas. L'idée, c'était de rendre compte en fait des meilleures ventes de disques. Donc il y avait d'abord les singles, puis il y a eu un top des albums. En tout cas, c'est en 84 que c'est créé, et du coup, j'ai 10 ans, quand le top 50 commence à être diffusé sur Canal+, et voilà, et j'écoutais la musique qui y passait, et j'aimais plein de trucs. Alors c'était essentiellement des tubes, des singles, marqués par cette émission, marqués aussi certainement par le fait que la musique se regardait. Le top 50, c'était des clips, et la musique, ça se regardait. Alors 1984, c'est 3 ans après la création de MTV. Je crois que, pareil, de ce que je vois, MTV, ça a été créé en 1981. D'ailleurs, j'ai lu un truc qui est assez intéressant, c'est que le premier clip diffusé sur MTV, c'était Video Kill the Radio Star, un groupe qui s'appelle Buggles. Et voilà, et donc c'est quand même assez symptomatique. J'ai découvert au fil des années que je suis totalement incapable de réellement écouter de la musique si j'ai des images qui vont avec.
Le clip, effectivement, pour moi, est plutôt une source de gêne. Et vraiment, j'ai besoin d'écouter le disque sans image, même si je peux découvrir une chanson ou un artiste, mettons, via YouTube, je vais éviter de regarder les images, sinon je ne pourrais pas vraiment apprécier. Bon, est-ce que c'est un truc générationnel? On a vite fait de mettre des trucs sur des effets générationnels quand on vieillit, mais honnêtement, j'ai commencé à écouter la musique en 84. J'ai commencé donc, enfin, c'est pas vrai, j'ai pas commencé à écouter la musique en 1984, c'est juste que une partie de mes goûts de l'époque, cette préadolescence, ont été marqués par le top 50 et que c'était des clips vidéo, quoi. Et que, voilà, donc générationnellement, est-ce que vraiment j'ai un problème avec les images en musique? Non, je suis pas sûr, c'est juste que, voilà, j'ai fini par me rendre compte que c'était plutôt un obstacle. Passons. Et puis, après ces premières années top 50, j'ai commencé au collège à affirmer mes goûts, à affermir, j'allais dire, peut-être presque plus. En tout cas, j'ai commencé à construire un rapport beaucoup plus personnel à la musique. Et à ce moment-là, ben, les artistes que j'aimais, les artistes, donc comme je disais, ceux que j'aurais raconté de moi, c'est que j'écoutais Phil Collins, Genesis, Dire Straits, voilà, ce genre de musique. C'était cette musique que j'écoutais avec passion. D'une certaine façon, je me sentais extrêmement légitime parce qu'en fait, je sais pas, on dit de ces gens-là que ce sont des bons musiciens, donc après avoir écouté Wham, AA et Kim Wilde par exemple, c'était pas mal de pouvoir dire j'écoute Genesis, Dire Straits. Voilà, donc ça c'était le collège. Et puis au début du lycée, en seconde, mais surtout première, terminale, sous diverses influences dont je vais parler, mes goûts ont commencé à changer. C'est l'époque où ma sœur a commencé à écouter The Smiths. Et les Smiths, comme on disait plus volontiers, en fait, désolé pour mon accent, c'était quand même autre chose. En tout cas, en entendant cette musique que j'ai commencé à écouter moi aussi, il me semblait qu'il se passait autre chose, que quelque chose d'autre que ce que j'écoutais était possible. Mais ça a commencé comme ça, les Smiths donc. Et puis, au lycée, j'ai commencé à écouter une radio locale de Montpellier qui s'appelait Radio Alligator. Et j'ai commencé à écouter du rock, à écouter, j'allais dire à entendre en tout cas, du rock, du punk aussi. En tout cas, une musique plus alternative, on va dire, que ce que j'avais l'habitude d'écouter jusqu'ici. Bon, ça s'est pas fait dans une bascule à ce moment-là, ça a été très progressif par effet de contagion, on va dire. Je pouvais encore écouter du Phil Collins, limite, non, même pas limite, les larmes aux yeux, et, euh, et écouter, euh, et écouter les Clash sur Radio Alligator, voilà, par exemple, et écouter les Smiths avec ma sœur. Et puis un jour, en classe de terminale, je discute avec une copine, une fille que je connais qui est dans une autre classe, et je lui parle de musique. Et spontanément, elle s'exclame: il faut impérativement que tu rencontres Romain. Et du coup, je vais faire la connaissance de Romain. Et dès qu'on va se rencontrer, on va commencer à parler musique. Voilà. Lui va me faire découvrir Bernard Lenoir. Bernard Lenoir, il anime une émission tous les soirs à 21h sur France Inter. Et il passe de la pop, du rock indépendant, une musique
que je ne connais pas du tout, et qui va me parler, mais tellement, tellement, et qui va faire que plus rien réellement n'allait être pareil. Voilà, ça y est, j'avais trouvé quelque chose. Et donc avec Romain, on parlait de musique constamment, on n'avait pas forcément exactement les mêmes goûts d'ailleurs, c'était plutôt rigolo, on n'avait pas les mêmes classements, on va dire. Je me souviens que lui avait une liste en permanence sur lui, chaque émission. Chaque émission, il la décortiquait, il notait les morceaux, les groupes, il faisait des listes. Et... Mais c'était un gars brillant, hein, à la différence de moi. Et donc, déjà, on pouvait le sentir à cet endroit-là. Il est toujours d'ailleurs tout à fait brillant, ce garçon. Et, et voilà. Et donc, on écoutait ça assez religieusement, faut bien reconnaître. Et on avait toujours en permanence une cassette prête à enregistrer les chansons, les groupes qu'on découvrait et la musique qu'on découvrait. Alors, j'ai des souvenirs, je me revois dans les gradins du Zénith de Montpellier pour assister au concert de Jean-Jacques Goldman. Donc ça, si j'y reviens, c'était un peu plus tôt la période top 50, on va dire. Concert de Jean-Jacques Goldman, je pense que c'était en 87 parce que ça correspondait à la tournée de l'album Entre gris clair et gris foncé. Je me vois aussi dans les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes, je suis avec mes parents et je suis très heureux parce que j'assiste à un concert de Phil Collins. Et là, a priori, encore une fois, je pense que c'est en 1989, parce que ce concert fait partie d'une tournée pour l'album But Seriously, qui est sorti en 89. Voilà. C'était génial, je me souviens, je me souviens de mon briquet qui m'explose dans les doigts. Sans doute sur un très beau slow, voilà, j'ai le doigt appuyé sur le bouton, j'ai la flamme qui est là, que je maintiens avec fierté, et le briquet explose et toute la partie métallique saute en flammes. Il n'y a pas eu de blessés, je vous rassure. Bizarrement, j'ai beaucoup moins de facilité. Ça m'est revenu en préparant le podcast à faire remonter des images du concert de Genesis que j'ai vu à l'espace Grammont, toujours du côté de Montpellier. Et en me demandant pourquoi il fallait qu'il revenait comme ça, de façon assez floue, eh bien j'ai réalisé que c'était en 1991, je pense. En 1991, et c'était un concert qui était lié à la sortie de l'album We Can't Dance. Et du coup, je pense que si j'ai pas de souvenirs, c'est que j'ai pas beaucoup de plaisir en fait. Je crois qu'en 91, justement, on est sur cette période charnière dont je parlais tout à l'heure. Ce début de changement d'intérêt pour la musique, pour le genre musical. Et en 91, je pense que j'étais sur cette, j'allais dire pelouse, hein. C'était un peu sèche, je crois, je pense que c'était l'été. De l'espace Grammont. J'y étais, à mon avis, surtout pour faire plaisir aux gamins que j'avais été et qui auraient tellement aimé être là 1 ou 2 ans plus tôt. Voilà, et c'est pour ça, je crois que je m'en souviens pas bien. Il y avait quelque chose de contrarié un peu en allant voir ce concert. Voilà donc pour les concerts dont je me souviens au début de mon adolescence, les premiers concerts que j'ai faits. Et puis, après ces concerts de Goldman, Phil Collins, Genesis, etc., il y a eu, le 21 mai 1992. Alors, je viens d'avoir 18 ans. J'ai 18 ans depuis quelques jours, en fait, pour être précis. Et ce soir-là, je vais aller voir un groupe qui s'appelle The Jesus and Mary Chain, qui viennent de sortir un album qui s'appelle Honey is Dead.
et que j'ai acheté récemment. Et voilà, et donc je me retrouve au Rockstore de Montpellier, une petite salle rock du centre-ville, temple, lieu relativement culte pour les gens du coin, en tout cas les gens amateurs de cette musique-là. Et je suis vraiment très excité. Donc je suis dans la salle, je n'arrive pas du tout à être sûr d'être déjà rentré dans cette salle, mais je crois que j'y suis déjà allé, en l'occurrence. Quasiment sûr. En première partie, c'est un groupe qui s'appelle Thousand Yard Stairs qui ouvre et qui fait l'ouverture. Alors je me rappelle que c'était hyper énergique. Je revois des mecs relativement chevelus, assez torse nu dans mon souvenir, qui sautent. Je trouve le son très très fort. Mais je suis surtout excité. Voilà, je suis surtout excité d'être là. Et le groupe, je crois, me laisse relativement froid. Donc la première partie finie. Et ben, c'est le changement de scène. Il faut démonter, changer le matos. On attend un peu. Et puis ça va commencer. La salle est plongée dans le noir. La scène aussi, plongée dans le noir. On entend le pch des fumigènes. Il y a de la fumée partout. Grosse dose. Grosse dose de fumée, on va dire. Et puis, il y a des spots qui s'allument. L'image que j'ai, la lumière est bleue. La lumière est bleue, plutôt doux, quoi. C'est quand même sacrément tamisé, c'est bleu, c'est plein de fumée. Et dans cette fumée bleutée, ce que je vois, c'est une silhouette. Une silhouette qui se découpe. Silhouette qui me semble monter sur quelque chose. Elle est à droite de la scène. Est-ce qu'il est monté sur des amplis? Est-ce qu'il est posé sur un truc en hauteur? En tout cas, j'ai l'impression de voir cette silhouette quasiment au-dessus de moi. Une silhouette qui tient une énorme guitare électrique, je pense une sorte de demi-caisse, peut-être une Gibson, enfin quelque chose d'assez visible. Et là, la main bouge, à peine. Le premier accord est plaqué. Et là, mes oreilles explosent. Je crois que j'ai presque flippé, en fait. C'était complètement dingue. C'est-à-dire la puissance du son, c'était complètement dingue, en fait. Et dire que j'avais trouvé le son de la première partie fort, mais c'était... Non. Là, d'un coup, j'étais confronté à une puissance sonore absolument incroyable. Et voilà, le concert de The Jesus and Mary Chain avait commencé. Et c'était parti, quoi. Et j'ai pas énormément de souvenirs. Je me revois pogoter, ça c'est sûr. Je pogotais. C'était des pogos d'ailleurs assez mous, assez lents. C'était pas trop tonique. J'ai connu d'autres pogos beaucoup plus toniques. Et je pense qu'il y avait une raison, c'est que je pense que moi, j'avais 18 ans, mais le public était un poil plus âgé. En 92, le groupe existe déjà depuis 85. J'ai même envie de dire d'ailleurs ses gros succès, ou en tout cas son impact, il date plutôt des débuts. Donc je pense que les gars sont plus vieux que moi, quoi. Il me semble, voilà. Et donc ça pogote, voilà ce dont je me souviens. Ce que je me rappelle aussi, après cette silhouette et sa guitare, la silhouette de William Reed, pour le coup, c'est sa tignasse aussi. Une très très belle tignasse, faut reconnaître. Et puis le chanteur, c'est Jim Reed. Voilà, le frangin. En fait, c'est un groupe de frangins. Jesus and Mary Chain. Et ce dont je me souviens, c'est que Jim Reed, à chaque fois qu'il ne chantait pas, je me rappelle que ça m'avait marqué, je trouvais ça tellement désinvolte, il s'accroupissait, voire il s'asseyait par terre dès qu'il chantait pas, quoi. Il se sentait absolument pas obligé d'occuper la scène ou de rester visible, il se posait, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. De quoi je me rappelle encore? Je me rappelle des bières, des gobelets de bière, je me rappelle de la sueur aussi. Au milieu de ces pogos relativement bienveillants, il y avait de la transpiration. Et, et ce dont je me rappelle aussi, c'est qu'à un moment donné, pendant un morceau, en plein pogo, j'ai mes lunettes qui basculent et qui tombent. Alors je regarde par terre, j'y consacre
un tout petit peu de temps, puis très vite, je me dis, oula, perdu pour perdu, autant profiter, et je retourne. Je retourne, je me libère, je profite, je bouscule, je danse. Puis le morceau s'arrête, et il y a un gars qui me tape sur l'épaule, et qui me tend mes lunettes, parfaitement intactes. Voilà. Voilà, le 21 mai 1992. Cet événement, c'est la concrétisation d'une bascule qui a été initiée par la découverte d'une nouvelle musique, par la rencontre avec Romain, par la découverte de Bernard Lenoir. Mais c'est à ce moment-là, dans cette salle, le Rockstore, que j'ai pris cette claque totale qui m'a dit, voilà, ça y est, tu es arrivé, tu sais où tu vas, voilà ce qui va occuper ton cerveau désormais, voilà la musique que tu vas écouter. Et c'était cet événement que je voulais raconter. Alors ce qui était marrant, c'est que le lendemain, peut-être même 2 jours après, je ne sais pas, j'en parlais et j'agaçais beaucoup une de mes amies de classe en lui disant waouh, c'est fou, j'ai encore les oreilles qui sifflent. Et j'étais tellement fier, elle me disait, c'était trop génial, j'ai encore les oreilles qui sifflent. Attitude totalement pseudo-rebelle, mais surtout totalement snob. Voilà, déjà snob. Euh, Quand on embrasse la musique indépendante, on a tendance à virer un peu dans le snobisme. Et voilà, mais c'est comme ça, et il suffit d'assumer et de savoir s'en amuser. C'était l'événement que je voulais vous raconter aujourd'hui, et Dieu sait que le sujet de la musique est loin d'être terminé, est loin d'être bouclé par cet épisode, mais simplement celui-là, il concerne la musique live, et il concerne le 21 mai 1992, et j'aimerais le boucler ici, le fermer ici, pour que justement ne pas tout raconter aujourd'hui, qu'on puisse y revenir ensemble, que je puisse y revenir, vous raconter encore bien des choses sur mon rapport à la musique, et tous les changements, donc, et toutes les évolutions. Quand on regarde derrière, quand on regarde trop vite, le fameux time-lapse, le mouvement perpétuel de la vie, on a un peu oublié par où on est passé. On se sent toujours arrivé à un endroit comme si c'était extrêmement cohérent. Et moi, je crois pas que ce soit très cohérent, et c'est ça, une fois de plus, qu'adresse le podcast. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'à 10, 15, 20, etc., on n'est pas tout à fait la même personne? Eh bien voilà, c'est fini. Le monde continue de tourner, enfin, je crois, et d'ici la prochaine, eh bien, continuez à faire ce que vous faites de très belle façon au demeurant, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.